Bonjour à toutes et à tous, alors c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui, je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer un petit peu avant d'attaquer. Alors si vous êtes intéressé par l'exploration spatiale, vous suivez probablement AstroVicNet de la chaîne Stardust. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller le suivre. Depuis 2 ans, il réalisait des récapitulatifs hebdomadaires des événements liés à l'espace, donc tout ce qui était lancement, point de situation dans l'ISS, suivi de programmes d'exploration, etc. Mais comme il enchaîne beaucoup de projets en ce moment sur sa chaîne, il n'avait plus beaucoup de temps à consacrer à ces récapitulatifs. Le dernier qu'il a fait remontait à mi-février. Il voulait s'y remettre récemment, il avait demandé de l'aide pour continuer. On avait discuté et je lui avais écrit et préparé un récapitulatif du mois de retard qu'il avait pour qu'il le réalise et qu'il le diffuse sur sa chaîne. Finalement, il a décidé de mettre un point final simplement à ces récapitulatifs qui lui prenaient trop de temps. Moi, comme je voulais pas non plus avoir travaillé pour rien, je me suis dit que j'allais réaliser ce récap puisque le plus dur était fait. C'est ce que je vous propose ici, c'est un récapitulatif de l'actualité spatiale depuis le 19 février jusqu'au 25 mars. Ça fait 5 semaines à résumer et donc on va attaquer tout de suite en commençant par les lancements. Le 22 février, un lanceur Falcon 9 décollait de Vandenberg sur la côte ouest des États-Unis avec un premier étage qui réalisait son second et dernier vol. Il a placé en orbite basse le satellite d'observation Paz, construit par Airbus pour le compte d'Isdesat et le gouvernement espagnol. Alors ce satellite, il devait initialement décoller en 2012 au sommet d'un lanceur russo-ukrainien Dniepr. C'est hyper facile à prononcer, mais ce lanceur ne vole plus malheureusement depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'opérateur s'est donc tourné vers SpaceX. SpaceX pour qui c'était également un lancement un peu particulier pour diverses raisons. La première, c'était l'apparition des coiffes 2.0, donc les coiffes au sommet des lanceurs qui protègent les charges utiles. Les légers changements dans les dimensions se voient difficilement et pour cause, l'important il se trouve à l'intérieur. En plus d'avoir été renforcé, chaque demi-coiffe est équipée d'un système de guidage, de RCS, ce sont des micropropulseurs à gaz froid, et surtout de parafoils. Ces parachutes devaient permettre à une demi-coiffe d'aller se poser dans un filet tendu entre 4 bras d'un navire de SpaceX, appelé Mr. Steven. Alors pour cette fois, c'était raté, l'équipage du bateau a dû se contenter de récupérer la coiffe dans l'eau, elle s'est posée à quelques centaines de mètres du navire, mais considérant qu'une demi-coiffe coûte quelques millions de dollars, il y a fort à parier que la compagnie réessaiera autant de fois que nécessaire. L'autre spécificité de ce lancement pour SpaceX s'appelait Tintin A et B. Ces noms, ce sont ceux des prototypes de satellites qui devront composer la constellation Internet de SpaceX, baptisée Starlink. La société prévoit de déployer près de 4400 satellites sur une orbite de 1100 à 1300 km et 7500 autres à 340 km. Donc ce projet absolument pharaonique est une pierre angulaire du développement de SpaceX puisque la société espère tirer de cette activité de fournisseur d'accès Internet en fait de quoi rapidement financer ses escapades martiennes. Selon des documents obtenus par le Wall Street Journal, les projections internes tablent sur 30 milliards de dollars de revenus en 2025 grâce à cette activité de fournisseur d'accès Internet. Donc affaire à suivre en n'oubliant pas bien entendu d'y appliquer la temporalité Elon Musk qu'on connaît bien. Mais il faut reconnaître que SpaceX ne chôme pas, puisque 2 semaines après cette mission, le 6 mars, avait lieu le 50e décollage d'un lanceur Falcon 9, cette fois de Cap Canaveral sur la côte Est. Ce vol devait même avoir lieu quelques jours plus tôt, mais de nouveaux problèmes liés à la coiffe, qui n'était pas une coiffe 2.0, l'ont retardé. Le satellite Hispasat 30W6 avec ses 6,1 tonnes était la deuxième charge utile la plus lourde emportée par une Falcon 9 vers une orbite de transfert géostationnaire, mais aussi la plus volumineuse. Malheureusement, les conditions météo ne permettaient pas d'envoyer une barge dans l'Atlantique pour permettre au premier étage de se poser. Donc le record de la plus lourde charge utile placée en orbite de transfert géostationnaire par un lanceur dont le premier étage se pose ensuite, reste fixé à 5,3 tonnes. On n'a pas vu mieux pour le moment. C'était avec la mission SES-10 de mars 2017. Ce 50e vol de Falcon 9 n'en fut pas moins une réussite puisque le satellite de télécommunication a bien rejoint son orbite géostationnaire. On peut enfin laisser SpaceX et se diriger vers le Japon, où une fusée H2A décollait le 27 février. Le lanceur était en configuration minimale avec 2 boosters latéraux et il emportait IGS-6, un satellite de reconnaissance optique pour le compte du gouvernement japonais. Très peu d'informations donc fuitées sur la destination et le but de ce satellite, si ce n'est qu'il servira probablement à surveiller les menaces nord-coréennes. Et on revient quand même à Cap Canaveral aux États-Unis maintenant. Cette fois le 1er mars, c'était une Atlas V 541 qui devait placer le satellite météorologique GOES-S en orbite de transfert géostationnaire pour le compte de la NASA et de la NOAA, l'agence océanique et atmosphérique américaine.
Le lanceur de United Launch Alliance, ULA pour les intimes, était donc en configuration 541, c'est ce que je disais. Donc 541, c'est 5 pour le diamètre de 5,4 mètres de la coiffe, 4 pour le nombre de boosters auxiliaires et 1 pour le nombre de moteurs RL10A qui équipait le second étage Centaur. Tout cela a mené à une nouvelle mission réussie pour le lanceur Atlas V qui n'a connu qu'un demi-échec depuis 2002, donc on peut parler de fiabilité. Le satellite GOES-S est de son côté le 17e de ce programme de surveillance météorologique des États-Unis et il devrait fonctionner une quinzaine d'années. On met le cap un peu plus au sud maintenant, direction Kourou. Le 9 mars, un lanceur Soyuz STB opéré par Arianespace était le premier de l'année à décoller de Guyane. Donc pour le compte d'O3B, il emportait 4 satellites fabriqués par Thales pour les déposer en orbite terrestre moyenne à environ 8000 km d'altitude. Ils viennent ainsi grossir les rangs d'une constellation Internet qui comptait déjà 12 satellites. L'objectif d'O3B, qui signifie The Other 3 Billions, les 3 autres milliards, est d'offrir un accès Internet aux pays en voie de développement. Et on finit avec ces lancements en allant au fin fond de l'Empire du Milieu, dans le désert de Gobi, à 150 km de la Mongolie environ. Après plus d'un mois sans lancement, la Chine reprenait son activité le 17 mars avec un lancement de Long March 2D. La fusée emportait vers une orbite gardée secrète le satellite LKW4, dont on ne sait pas trop s'il sert des objectifs de télédétection de ressources comme l'assurent les officiels, ou plutôt des ambitions militaires. Quoi qu'il en soit, c'était déjà le 8e lancement effectué par la Chine en 2018, qui devrait donc pouvoir tenir son objectif d'une quarantaine de vols sur l'année, c'est-à-dire 2 fois plus que l'année précédente. Et on est à peu près bon pour les lancements, il en reste un qu'on évoquera tout à l'heure. On va faire un petit tour du côté d'Ariane 5 quand même, pas de nouveau décollage, mais des infos sur l'anomalie du vol VA241. Il avait eu lieu le 25 janvier, et le lanceur européen n'était pas parvenu à laisser les 2 satellites qu'il transportait au bon endroit. Le 22 février, la commission d'enquête a publié ses conclusions sur cet incident. Il en ressort que le problème ne venait pas du lanceur lui-même, mais d'un mauvais paramétrage du schéma de vol, ou autrement dit que l'erreur était humaine. Malgré ça, les satellites mal placés devraient parvenir à rejoindre leur orbite cible, ce qui aura quand même des conséquences importantes, notamment sur leur durée de vie. Yasat, l'opérateur d'un des 2 satellites, devrait d'ailleurs réclamer 108 millions de dollars de dédommagement à ses assureurs. Ariane vient donc de mettre fin à une série de 82 lancements réussis en 15 ans, et c'est bien dommage. Des nouvelles de l'ISS maintenant, qui nous tourne autour à 400 km d'altitude. Le 28 février, tandis que le soleil s'y levait, une capsule spatiale atterrissait sur les plaines kazakhes. À bord du module de descente du Soyuz MS-07 se trouvaient le russe Alexander Misurkin et les américains Mark Vande Hei et Joe Acaba. Les membres de l'expédition 53-54 cumulent désormais respectivement 334, 168 et 306 jours dans l'espace. La veille de leur départ, Misurkin, qui commandait la station spatiale, a cédé le commandement à son compatriote Anton Shkaplerov. Lui, le japonais Norishige Kanai et l'américain Scott Tingle sont restés seuls pendant près d'un mois, jusqu'à l'arrivée de l'expédition 55. On en reparle dans 2 minutes. Début mars, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, a annoncé qu'Akihiko Ishide prendrait part à l'expédition 64-65 et surtout qu'il assumera le commandement de la station sur la deuxième partie de sa mission. Ce sera d'ailleurs son 2e séjour dans l'ISS. Et la dernière nouvelle pour l'ISS, justement, c'est l'arrivée de 3 nouveaux occupants, le russe Oleg Artemiev et les américains Ricky Arnold et Drew Fustel. C'est l'expédition 55-56 qui a décollé de Baïkonour le 21 mars à bord de la variante FG du lanceur Soyuz. Donc ils ont passé 2 belles journées de promiscuité dans le vaisseau Soyuz MS-08 avant de s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Il devrait y rester 159 jours avant de revenir sur la terre ferme. Et en parlant de station dont on espère qu'elle ne rentrera pas tout de suite dans l'atmosphère, on va faire un détour pour une station qui va rentrer dans l'atmosphère, la station Tiangong 1, le palais céleste chinois, donc c'est la première station spatiale chinoise. Elle est en fin de vie et on ne sait pas trop si elle est encore sous contrôle ou pas, elle est en tout cas suivie de près. Et selon les dernières estimations du 27 mars, elle devrait pénétrer dans l'atmosphère entre la matinée du 31 mars et le matin du 2 avril. Donc on peut commencer à préparer des bons poissons d'avril. On connaîtra la date, l'heure précise et même le lieu d'impact d'éventuels débris qu'au tout dernier moment, les derniers jours, voire les dernières heures avant cette réentrée atmosphérique. Cela étant dit, on ne va pas paniquer puisque l'intégralité des 8 tonnes de Tiangong 1 devrait brûler à cause des frottements de l'air. Et s'il devait rester quelques résidus, il est très peu probable qu'il s'abîme sur un continent et encore moins sur une zone habitée.
Et on va quand même finir ce déjà très long récap sur des bonnes nouvelles, quand même, il n'y a pas de raison. Le 20 février, déjà, l'orbiteur de la mission ExoMars 2016, appelé TGO, a fini une année d'aérofreinage qui lui a permis de réduire sa vitesse de 3600 km/h. Donc il a réalisé de multiples passages à la limite de l'atmosphère martienne pour susciter suffisamment de frottement avec les particules pour ralentir le vaisseau sans pour autant l'endommager. Ce qui a permis à l'orbite elliptique de 33 000 par 200 km d'être ramené à une trajectoire circulaire de 400 par 400 km. Donc après avoir très légèrement modifié son orbite une dernière fois, TGO devrait pouvoir commencer sa mission courant avril. Elle cherchera notamment à déterminer l'existence actuelle ou passée d'une vie microbienne sur la planète rouge. Et de retour sur notre planète bleue, c'est le plus gros oiseau du monde qui semble en bonne voie pour prendre son envol, le plus gros ou en tout cas celui à la plus grande envergure. Les 24 et 25 février, Stratolaunch a réalisé des tests de roulage lui permettant d'atteindre 70 km/h, qu'avec son envergure de 117 mètres et ses 6 réacteurs, l'avion de la société de Paul Allen doit permettre le lancement de fusées depuis les airs, jusqu'à 3 en un seul vol, d'où ses dimensions absolument incroyables. Il devrait réaliser un premier vol cette année et une mission de démonstration est prévue pour 2019. Et voilà, il semblerait qu'on ait rattrapé 5 semaines de retard. Alors j'ai omis quelques informations, des dates anniversaires, voilà, quelques détails. Et même je ne suis pas entré dans les détails de toutes les infos que je vous ai données pour ne pas rendre la vidéo plus longue qu'elle ne l'est déjà. Mais si vous voulez en savoir plus, les liens dans la description devraient pouvoir vous aider. Et donc maintenant j'aurais besoin de votre aide, que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce qu'un récapitulatif périodique ça vous intéresserait? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce que ça vous intéresserait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, chaque mois? Est-ce que vous préféreriez que je fasse une vidéo plus longue pour entrer plus dans les détails et donner des explications? Ou est-ce qu'un simple tour d'horizon de l'actualité, sans plus d'explications, justement, ça vous suffit? Donnez-moi un peu votre avis, que je sache ce qui peut vous intéresser. Et pour conclure, ceux qui me connaissaient déjà un petit peu avant, vous l'aurez peut-être constaté, ces dernières semaines, j'ai un peu disparu des internets, j'avais énormément de travail, mais ça devrait commencer à se calmer, je vais pouvoir réfléchir au projet que j'ai pour cette chaîne et j'espère déjà pouvoir reprendre les lives prochainement. Si vous voulez être tenu au courant, justement, abonnez-vous sur YouTube ou suivez-moi sur Twitter, je préviens quand je prévois des directs. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout malgré sa longueur. C'était Arthur pour Space Oddity, je vous dis à très vite, portez-vous bien et Blue Sky.